Et donc, normalement, nous sommes live. Bonjour tout le monde. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour présenter cette Malte Academy. Alors, je fais une petite introduction très rapidement avant de vous laisser profiter de ce sujet et de Philippe. Donc, je suis Clémentine, je travaille pour Malte, l'équipe Community. Donc, je suis là en renfort en fait sur le fonctionnement de ce live storm et sur la partie plutôt logistique. Donc là, je vois dans la partie chat que tout le monde a commencé à l'utiliser. Donc super. Si jamais vous nous entendez plus, vous ne nous voyez plus, ce sera partie chat. Ah, en plus, je vois certains de mes collègues. Bonjour tout le monde. Donc c'est dans la partie chat. Si vous avez des questions, alors je ferai en sorte, si je vois des questions dans le chat, de bien les rebasculer dans la partie questions. Mais s'il vous plaît, pour que ce soit plus facile pour Philippe, c'est de poser vos questions dans la petite rubrique questions qui est juste à côté du chat. Voilà, juste logistiquement, c'est plus facile pour lui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que les questions vont arriver. Ce Malte Academy va être effectivement enregistré. Le replay sera disponible d'ici quelques semaines sur le site Malte Academy que je vais vous mettre dans la partie chat. La présentation sera également accessible. Je vais vous donner mon mail. Donc, si certaines personnes souhaitent récupérer la présentation, le plus simple, c'est que vous m'envoyez un mail et comme ça, je vous la fais suivre par la suite. Malte Academy, qu'est-ce que c'est? C'est des sujets ouverts à tout le monde sur différents sujets qui peuvent être tech. Bon, aujourd'hui, on est là-dessus. Ça peut être design, communication, marketing. Si certains ou certaines d'entre vous souhaitent en animer pareil, contactez-moi par mail. Ce sera dans la rubrique chat. Et Malte Academy vient de Malte parce qu'on est assez originaux sur les noms. Et on est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Donc, pareil, si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à me contacter. Et maintenant, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser profiter de cette Malte Academy. Je vais me mute, descendre de scène. Et Philippe, je te laisse du coup dérouler. Merci Clémentine. Alors, donc, je vais passer en mode slideshow. Normalement, vous devriez le voir apparaître rapidement. Je pense que ça doit être bon. Donc, le titre de ma présentation, un peu long, mais je fais toujours des titres longs, c'est passer d'un laptop trop coûteux, celui que j'utilise par exemple, et qui, pour son prix, je trouve, marche pas toujours très bien, à plein de machines de dev, parce que je suis un développeur, ou j'étais, dans le cloud. Alors, tout d'abord, merci à vous d'être là. Merci à Malte Academy de m'avoir proposé de faire ce talk. Et, hop, excusez-moi. Voilà, donc, je me présente d'abord, je m'appelle Philippe Charrière. Je suis Technical Account Manager chez GitLab. GitLab, c'est une boîte qui édite un logiciel open source et une version enterprise pour gérer du code source limité. Donc, c'est comme GitHub, mais vous pouvez l'installer en open source gratuitement si vous voulez chez vous aussi. Si vous avez besoin de me joindre. Alors, mon handle GitLab, c'est K33G. La façon la plus simple de me joindre, c'est k33g_org sur Twitter. Alors, tout le monde dit que c'est imprononçable, mais c'est pas vrai. Ça se lit Kigorg. Je suis Gitpod Hero, donc, ou Gitpod Hero. Ça tombe bien, c'est le sujet sur lequel je vais parler aujourd'hui. J'ai même ma figurine à mon effigie. Alors d'habitude, j'ai plus de barbe, mais là, j'ai un peu coupé. Les cheveux sont encore là. Un petit coucou à Pierre Tibul qui m'a fait la figurine. Donc, je l'utilise maintenant pour me présenter. J'habite à Lyon et je fais partie de l'équipe du GDG Cloud et IoT de Lyon et aussi d'une conf virtuelle, rendez-vous des speakers. Donc, je vous disais qu'il y avait des Gitpod Heroes chez Gitpod. Alors, on n'est pas payé, hein, en général, on reçoit des stickers ou des chaussettes, mais on fait ça pour le plaisir. Donc, actuellement, il y a mon camarade Thierry Chantier, qui est lyonnais, lui aussi, et Horacio Gonçalves, qui est breton. Alors, plein de laptops dans mon navigateur, avec Gitpod. Alors, je vais vous raconter d'abord mon histoire avec Gitpod. Donc, depuis que je suis chez GitLab, j'avais une vie, on va dire, avant Gitpod. Je suis amené pour mes clients. En fait, moi, je sers à quoi?
je sers à faire que mes clients soient contents et comprennent comment utiliser GitLab, et je suis amené à faire pas mal de démonstrations. Et notamment avec ce qu'on appelle le Web IDE. Donc, c'est une single page application qui est dans GitLab et qui vous permet d'éditer du code, mais ce n'est pas un vrai IDE. Et si vous devez coder toute la journée avec ça, à mon avis, vous allez souffrir. Par contre, c'est super pratique pour de la doc, du script et pour des démos. Et j'avoue que moi, j'adorais. Alors, avant de continuer, je précise que si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant et j'essaye de les prendre en direct. Et puis un jour, au détour d'une issue chez nous, parce que tout est public, quasiment tout, je m'aperçois que Marc Pounsac, c'était quelqu'un chez GitLab qui était le VP des Product Managers, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il n'est plus chez nous, mais qui s'était dit ça serait pas mal qu'on regarde un petit peu ce que fait Eclipse TIA pour éventuellement remplacer le Web IDE. Et en bas de page de l'issue, je vois 2 liens. Un lien vers TIA IDE, alors je connaissais déjà un petit peu, et c'est utilisé par Eclipse, si je ne dis pas de bêtises, et un lien vers Typefox. Alors je suis allé voir, j'ai cliqué parce que je suis curieux, et là je vois une fenêtre qui s'affiche avec une sorte de VS Code. Alors ce n'était pas du VS Code à l'époque, c'était du TIA IDE, mais ça partage des composants similaires, qui était disponible en mode web. Par contre, tristesse, le bouton Gitpod que vous voyez là, alors c'est écrit en petit, ça existait, mais que pour GitHub. Donc, j'ai continué avec mon Web IDE. Et puis, quelques temps après, donc décembre 2019, alors c'était, je pense, à peu près en même temps ou à la suite de l'annonce par GitHub de CodeSpace. Donc, c'est l'équivalent de Gitpod, mais sur GitHub. Et du coup, le bouton Gitpod, enfin, le support, on va dire, de Gitpod pour GitHub ou inversement, est devenu plus limité, en fait. Et Gitpod a annoncé qu'il y avait un support pour GitLab. Alors là, j'étais plutôt content, ça a commencé à m'intéresser et je suis devenu donc un utilisateur très rapidement de cet outil parce que moi, ça me facilite la vie tous les jours, tant sur mes projets perso que sur mes projets pro, en fait. Alors, je répète, je travaille toujours pas je répète, c'est toujours pas embauché chez Gitpod et j'essaye pas d'aller chez eux. Je suis très bien chez GitLab et je gagne rien dessus. Mais j'aime bien faire du placement produit quand les produits m'intéressent. Alors, qu'est-ce que c'est que Gitpod? Alors, Mike Nichols, alors je sais plus, je crois qu'il est product manager chez Gitpod, se disait que en fait, c'était difficile de définir ce que c'était que Gitpod simplement. Et la plupart des gens pensent que c'est un IDE en ligne. Mais en fait, c'est plus de choses que ça. Et j'avais proposé, moi, que chaque onglet dans un navigateur avec Gitpod, c'est un ordinateur qui est quelque part. Et j'étais content parce que Jeff, en dessous, qui est un développeur de l'équipe chez Gitpod, était tout à fait d'accord avec moi. Jeff est un garçon brillant et techniquement un peu barré. Enfin, il est très, très fort. Donc, des ordi dans un navigateur, moi, c'est ma définition de ce qu'est Gitpod. Alors, je vous fais rapidement une petite démo parce que c'est mon camarade Julien Ponge me dit toujours monte du code dès le début, c'est intéressant. Donc, je vais repasser en. Ah non, je n'étais pas obligé de repasser, je crois que ça le fait en live. Donc, normalement, pour ouvrir un projet avec Gitpod, c'est toujours un projet Git qui peut être sur GitLab, sur GitHub, sur Bitbucket. Et l'URL en général, c'est https, non, c'est pas en général tout le temps, pardon, c'est https://gitpod.io dièse et le nom de votre projet. Donc moi, par exemple, j'ai un projet que j'ai appelé readme.md. Hop, c'est pas un fichier, c'est le nom de mon projet. Donc quand vous faites ça, côté Gitpod, ça initialise ce qu'on appelle un workspace qui va monter votre projet et qui vous fournit un IDE utilisable tout de suite, qui est à base de VS Code. Donc, j'agrandis un petit peu. Vous voyez que ça marche comme du VS Code. Vous avez, comme du VS Code, un terminal dans lequel vous pouvez passer des commandes.
vous pouvez taper du texte et commencer à coder. Et comme avec VS Code, vous pouvez installer les extensions dont vous avez besoin. Donc, c'est pour ceux qui utilisent VS Code, alors moi, c'était déjà mon cas depuis longtemps. Déçu par Atom, j'étais passé à VS Code qui était quand même plus optimisé. Et du coup, je n'utilise quasiment que ça. Alors, je vois une question qui dit, faut-il que le repos soit public? Non. Alors, il fallait que je clique sur démarrer la réponse en direct. Donc, est-ce qu'il faut que le repo soit public? Non, il n'y a pas besoin, ça marche avec les repos privés aussi sans problème. J'ai plein de repos privés et que j'utilise avec Gitpod sans souci. Hop. Donc, ça, c'était la première petite démo, l'effet. Donc, vous voyez, c'est assez facile. Mais on peut aller quand même beaucoup plus loin. Alors, revenons à Gitpod. Qu'est-ce que c'est? C'est une solution SaaS. C'est un IDE qui était à la base fait avec du Teia et qui est maintenant fait avec du VS Code, qui est en mode cloud et qui vous fournit des workspaces. À chaque fois que vous avez un onglet avec un projet ouvert avec Gitpod, il y a un workspace. Un workspace, ça appuie sur une image Docker et en fait, vous êtes à l'intérieur d'un container. Un projet Gitpod, je vous l'ai dit, c'est un projet Git configurable. Enfin, c'est le workspace qui est configurable par le biais de fichiers que vous mettez dans votre repo Git. Il y a plusieurs plans qui existent. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que c'est possible d'utiliser un autre IDE que VS Code, IntelliJ par exemple? Alors, oui, c'est possible, j'en reparlerai. Moi, je ne l'utilise pas, c'est encore en mode, je ne sais plus si c'est alpha ou bêta, mais vous pouvez très bien vous connecter avec un IntelliJ local sur un workspace Gitpod. Et vous pouvez aussi vous connecter avec un VS Code local sur un workspace Gitpod. C'est tout à fait possible. Alors la version VS Code marche déjà très bien. La version avec IntelliJ, c'est en cours. Mais c'est déjà utilisable. Mon ami Thierry, justement, l'utilise plutôt pas mal. Mais vous perdez le côté j'ai besoin de rien sur ma machine. Moi, depuis que j'utilise Gitpod, en fait, je me suis acheté un Chromebook et je ne voyage qu'avec ça, en fait. Donc, 4 plans d'abonnement, on va dire. Vous avez un plan free qui vous procure 50 heures par mois. Au début, c'est largement suffisant. Moi, quand j'organise des workshops, les gens, je les fais s'inscrire et ça marche super bien. Alors après, en fait, j'ai une addiction au side project qui fait que j'ai très vite augmenté ma consommation d'heures. Et en plus, je me suis mis à l'utiliser pour le travail. Donc, je suis passé à la version personnelle, 8 €, qui très vite, ça ne m'a pas suffi. Donc, en fait, je suis passé à la version pro et maintenant, je suis à la version Unleashed. Désolé pour l'accent. Par contre, j'ai de la chance, mon manager accepte de me le défrayer. Donc, pour l'instant, je continue parce qu'effectivement, je m'en sers pour le boulot, pour les démos clients, pour plein de choses. Donc, c'est super pratique. L'avantage, c'est que j'ai besoin de rien installer et je peux faire ça à partir de n'importe quelle machine. Quelqu'un fait une remarque dans les questions. De mémoire, il faut utiliser du Code with Me public pour IntelliJ. J'avoue que je ne sais pas. Non, je ne crois pas parce que moi, j'ai pu l'utiliser avec un repo GitLab et avec mon IntelliJ et c'est passé. Mais alors, je ne suis pas le spécialiste de cette partie, c'est parce que je ne l'utilise pas. Mais il va y avoir du nouveau dessus de toute façon. Guillaume qui demande quels langages sont couverts. Les langages couverts sont ceux que Gitpod connaît, pas Gitpod, pardon. Tous les langages couverts par Visual Studio Code sont couverts dans Gitpod parce que il suffit d'installer l'extension correspondante. Après, je le concède, pour faire du Java, c'est toujours plus agréable de le faire avec IntelliJ qu'avec l'extension VS Code. Encore que là, Red Hat a bien fait les choses, elle devient de plus en plus confortable. Et je pense qu'à terme, VS Code sera un compétiteur plutôt costaud sur la partie IntelliJ. Encore une question. Coder dans le cloud, c'est bien, mais comment ça se passe en cas de souci de connexion ou en déplacement? Alors, ça se passe comme quand GitHub ne marche pas ou GitLab ne marche pas ou que Amazon tombe, c'est vous ne bossez pas.
j'ai quand même, je vous parlerai d'une solution, mais plus tard. En fait, c'est quand un client décide de passer au SaaS, il sait pertinemment qu'il va avoir un gain d'argent. Parce qu'il n'aura plus rien à maintenir sur le hardware. Il va avoir une facilité d'install parce qu'il n'a rien à installer. Par contre, il y a des risques. Après, bon, ça m'est arrivé une fois effectivement que Gitpod ne marche pas. Ça arrive à tous les produits SaaS une fois, de temps en temps. Donc, en fait, il faut poser le pour et le contre. Alors, est-ce que Gitpod était la réponse finalement à mes addictions technologiques? Je passe mon temps à coder. Hein. Si je ne suis pas dehors à faire du vélo ou aller à la pêche ou faire à manger à mes gamins, je code. Donc, comme je le disais, je suis vraiment boulimique techniquement parlant. J'ai besoin d'apprendre tout le temps, comprendre aussi. Peut-être une sorte de syndrome de l'imposteur qui fait que j'ai peur de ne pas être au niveau techniquement parlant quand je discute avec mes clients. Donc, moi, on va dire mes exigences, ce que je fais la plupart du temps, que ce soit dans le boulot ou dans mes side projects. Alors, j'ai d'autres vies à côté qui ne sont pas que technophiles. J'adore apprendre des nouveaux langages. En ce moment, je suis à fond sur Go parce que à la base, je suis un développeur JavaScript et Java. Maintenant, j'essaie de pousser Go. Je fais un peu de Rust à côté, mais il va falloir que j'accélère. J'adore tester des nouveaux frameworks. Pour le boulot, j'ai souvent besoin de valider des points techniques pour les clients. Donc, en général, il faut que je lance NVM ou NContainer. C'est pénible. J'ai souvent besoin de faire des démos aussi pour mes clients. Alors, moins depuis que je ne fais plus d'avant-vente, mais quand même pour, je ne sais pas, expliquer différentes choses, les nouveautés. Alors, j'ai pris un peu de retard là-dessus, mais je fais pas mal de Twitch, donc pas mal de démos aussi. Mon constat, c'est que mon laptop est devenu un vrai zoo. J'installe tellement de trucs dedans qu'il est instable et qu'en plus, je ne peux pas garantir la reproductibilité de quelque chose. Donc, après, j'étais arrivé jusqu'à m'installer des VM avec des scripts pour les recréer, mais le laptop souffre un peu. Je l'ai fait avec des containers, mais je suis sous Mac. Donc, de toute façon, container ou VM sous Mac, globalement, en termes de ressources machines, ça va être quasi pareil puisque les containers s'exécutent dans des VM quand on est sous Mac. Et vu ce que mon Mac m'a coûté, je ne vais pas passer complètement sous Linux tout de suite. Donc, problème d'instabilité, complexité finalement de setup parce que ça marchait hier, ça ne marche plus aujourd'hui. Et puis, besoin de puissance et des fois, ça rame. Alors, que me dit-on? Démarrer une nouvelle réponse. Peut-on exécuter le code sur des VM avec un GPU donné? Exemple pour coder en CUDA. Alors, ma première réponse serait non, parce qu'en fait, on est dans des containers. Néanmoins, alors j'avais repompé un des projets de Jeff, là, un des développeurs de chez Gitpod. J'étais arrivé à faire tourner du K3S dans du QEMU. Je n'ai pas dit que c'était rapide. J'ai des copains qui l'ont reproduit, qui ont fait un workshop avec. Donc, peut-être que c'est possible. Après, c'est pas. Peut-être que vous êtes dans un contexte qui n'est pas adapté à Gitpod. Ou enfin, Gitpod n'est pas adapté à votre contexte, pardon. Mais ouais, ça s'essaye. Par contre, c'est vrai que c'est pas dans mes cas d'usage. Donc, moi, du coup, j'ai un Mac qui est super instable et qui, en dépit de ses 64 Go de RAM, peut se mettre à justement ramer et pas faire ce dont j'ai besoin. En plus ça va, plus j'ai besoin de travailler léger et n'importe où parce que moi, je suis en remote depuis 8 ans, je crois. Et à un moment donné, faut que je me force à bouger, que j'aille dehors, sinon je deviens un ours. Parce que je peux rester 5 jours devant mon bureau quasiment à ne pas mettre le nez dehors. Si ma famille n'est pas là, bien sûr. Parce qu'en général, ils me sortent de force. Et régulièrement, je prends un laptop. Alors là, c'était une tablette. Ça marche. Gitpod marche aussi sur les tablettes. Maintenant, j'ai un Chromebook. Je prends mon vélo et je pars bosser au parc. J'ai la chance de pouvoir le faire. Et avec Gitpod, c'est super pratique. Je n'ai pas besoin de mon Mac. Mon Chromebook, il tient 12 heures de batterie. Donc, honnêtement, c'est largement bon. Alors, je vais vous parler de mes cas d'utilisation. Il y en a d'autres. Par exemple, Ronan parlait des VM avec
GPU spécifique, ça ne fait pas partie de mes cas d'usage. Mais au moins, je vous parle des miens. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a par exemple le side projet pour apprendre. Moi, par exemple, je vous ai dit que je voulais faire du Rust. Puis, en même temps, je me suis mis à faire du Wasm, du Node.js, j'en fais déjà. Je veux rajouter des tests de charge. Je me dis que ça va faire quand même pas mal de choses à installer. Et puis, je vois Evan Matizak, que je ne connais pas, hein, qui tweet, mais qui explique qu'il lui a fallu 50 minutes pour bootstrapper un projet Rust avec du Gitpod. Et donc, il est super content. Et c'est bien. Bon, en fait, il ne faut pas 50 minutes. Ça peut se faire super vite. Et du coup, je me suis préparé plein de projets comme ça pour avoir des choses réutilisables. Un projet Gitpod, en général, il contient un fichier gitpod.dockerfile dans lequel, je pense que vous le devinez, vous allez décrire ce que vous mettriez dans une image Docker. Alors, il n'est pas obligatoire. De base, vous avez une image Ubuntu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un fichier .gitpod.yaml qui serait l'équivalent de, pour les plus anciens qui sont connectés, un mélange du config.sys et du autoexec.bat qu'on avait sous DOS. Et puis, dedans, je mets mes scripts de compile, des choses comme ça, les tests. Donc, je vais vous montrer un de mes projets, donc deuxième démo, je crois, qui me sert à faire mes expérimentations quand je veux essayer des choses en Wasm. Donc, alors, je suis sur GitLab, j'utilise quasiment que GitLab. Alors, c'est un peu normal, je bosse chez eux, mais bon, visuellement, ça ne change pas beaucoup de GitHub. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait de loin la même chose. Si vous voulez utiliser Gitpod sur Bitbucket ou sur GitHub, il faut installer, alors vous n'êtes pas obligé, mais il faut installer un plugin Chrome qui vous affichera un bouton Gitpod. Ou sinon, vous ouvrez avec le système d'URL que je vous ai montré tout à l'heure. Chez GitLab, en fait, ils sont devenus tellement copains avec Gitpod que finalement, quelqu'un a développé une intégration dite native. Enfin, en gros, c'est ajouter un bouton Gitpod dans les projets GitLab. Donc, vous avez le choix de l'ouvrir avec le Web IDE, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ou Gitpod. Alors là, c'était mon rêve parce que pour mes démos, ça m'a amené aussi de la fluidité. J'en reparlerai un petit peu plus loin tout à l'heure. Donc, pour ouvrir le projet, moi, j'ai juste à cliquer sur mon bouton Gitpod. Alors, normalement, quand il dit Preparing the Workspace, en fait, il est censé aller lire le fichier .gitpod.dockerfile et builder l'image. Je l'ai ouvert un peu en avance pour gagner du temps. Et du coup, en fait, il est en train de me récupérer l'image. Et une fois qu'elle est montée, il va m'afficher mon workspace. Alors, je vais agrandir un petit peu. Hop. Alors, voilà. Donc, j'ai un projet Rust. Donc, alors j'avais installé l'extension Rust, donc ce qui fait que j'ai la coloration syntaxique, l'IntelliSense, comme dans VS Code. Vous pouvez, comme dans un projet VS Code, en fait, rajouter un fichier settings.json pour lui paramétrer différentes choses. Vous pouvez utiliser le fichier extension.json aussi pour proposer des extensions de base à installer. Et alors, à quoi ressemble le fichier .gitpod.yaml? Ça ressemble à ceci. Donc, vous lui dites, moi, mon image Docker, elle est décrite dans le fichier gitpod.dockerfile. Alors, en fait, vous pourriez rien avoir, et il vous mettra l'image par défaut. Ou vous pouvez faire pointer sur une image déjà existante. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Je me prépare des images avec tous mes outils, qui, en fait, c'est une image qui est dérivée de l'image Gitpod, et je m'en sers pour… Ça évite, en fait, de reconstruire l'image, et du coup, ça va beaucoup plus vite. Globalement, quand vous voulez vous faire une image à partir de l'image de Gitpod, vous faites un from gitpod /workspace full. Il doit avoir un workspace light, je pense, et vous installez vos outils. Donc, moi, en l'occurrence, je m'étais installé Wasm Pack, c'est ce qui me permet de… C'est comment dire ?
c'est le package ou le framework, enfin, ou le tooling, on va dire, qui permet d'appeler du WebAssembly codé en Rust à partir de JavaScript. Donc, par exemple, là, j'ai une lib JavaScript qui va m'afficher un message dans une payload JSON et je vais la servir avec du Node.js et l'appeler. Donc, je peux, par exemple, en live. Alors, la compile Rust a tendance à démarrer plutôt lentement. Donc, je vais la lancer et en même temps répondre à la question qui vient de popper. Donc, je lance la compile de ma petite fonction wasm en Rust. Hop. Pendant que ça se fait, je vais regarder la question. Donc, démarrer la réponse en direct. Adrien, Brew, elle est basée sur quoi l'image Gitpod? Elle est basée sur du Ubuntu. En fait, Brew, qui est à l'origine un outil typiquement macOS, enfin, typiquement Mac, existe aussi sur Linux. Et c'est plutôt pratique. Enfin, plutôt pratique. Il y a des gens qui diront non, mais moi qui viens du Mac, j'avoue que quand j'ai découvert que je pouvais installer des choses avec Brew sous Linux, mon adoption de Linux en a été grandement facilitée. Donc là, vous voyez qu'il y a ma compile qui est en train de s'exécuter. Donc on va attendre un petit peu. Donc c'est en fait, bon, alors ça se passe chez Gitpod. Je ne sais même plus où sont leurs. J'ai oublié. Je ne sais même plus où ils sont hébergés. Enfin, sur différentes zones dans le monde. Mais je ne sais plus si c'est du. Je crois que c'est du Google. Donc, il m'a bien fait ma compile. Nickel. Il me l'a mis là-dedans. Super. Donc, non, il me l'a mis dans PKG. Voilà. Et il me fournit même la partie JS qui me permet d'exécuter du WASM dans mon navigateur ou dans Node.js. Donc, moi, par exemple, je vais lancer node index.js. Donc, j'ai mon serveur. Là, Gitpod me dit il y a quelque chose qui est accessible sur le port 8080. Donc, je peux le voir ou en preview. Alors là, je ne sais pas si je vais voir grand-chose, parce que normalement, c'était une requête post. Ouais, voilà. Alors, pour récupérer les ports, vous pouvez le voir en preview ou en mode fenêtré. Par contre, moi, normalement, il fallait que je lui fasse une requête. Donc, on va ouvrir un autre navigateur. J'ai un curl. Non, j'ai l'équivalent d'un curl, c'est HTTP/IE. Hop, query. Voilà, et je peux tester ça comme je veux. Quand vous dites dans votre fichier gitpod.yaml, par exemple, alors je ne sais pas si je l'ai mis dans ce fichier-là, on va vérifier. Voilà, vous pouvez lui définir les ports qui, de base, seront publics. Sinon, vous pouvez le faire à la main pendant l'exécution. Ça veut dire qu'en fait, quand vous faites un… Ah, je ne sais plus. Gitpod URL, je crois. Gitpod URL. Ah mince, alors j'ai le GC URL. Bon, j'ai un trou de mémoire. Il y a une CLI qui est installée par défaut et qui vous permet de récupérer l'URL publique que vous pouvez fournir à quelqu'un pour des tests. Sinon, c'est pas dur. Pour la récupérer, c'est GP URL, GP. Voilà, c'est GP URL. Donc voilà, j'ai une URL que je peux fournir. Bon, alors là, comme je fais une requête post, ça a peu de. Enfin, je ne peux pas le faire dans le navigateur, ça a peu d'intérêt. Mais vous pouvez faire tester à quelqu'un tant que votre workspace est ouvert. C'est comme si vous hébergiez quelque chose et vous pouvez y faire accéder de l'extérieur si vous avez ouvert vos ports. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Pas d'autres questions pour l'instant, donc on va passer à la suite. Donc là, je suis vraiment comme quand je développais en local chez moi. Donc, on va quitter ça, hop, et on va continuer. Très vite, je me suis aperçu que ça me permettait d'améliorer et puis aussi d'optimiser mon workflow de dev. Parce que je vous ai montré, vous avez vu, il y avait le petit bouton Gitpod qui apparaît dans GitLab. Déjà, je gagne un clic. Et puis après, j'ai accès via mes merge requests. Alors, c'est l'équivalent des pull requests chez GitHub.
Ce qui fait que je peux facilement ouvrir un workspace lié à une feature branch et bosser dessus. Et c'est super pratique. Je vais tenter de vous faire une démo. Alors, on va réutiliser mon projet Rust, en espérant que les dieux de la démo soient avec moi. Toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ma façon de bosser, moi, c'est quand j'ai alors, du dev pour GitLab, j'en ai pas beaucoup à faire. Hein. Je participe surtout à la doc et à faire des tests pour les clients. Mais pour mes devs perso, quand j'ai besoin de rajouter une fonctionnalité ou écrire quelque chose, avant toute chose, je me crée une issue. Donc, je vais créer la issue. Je vais mettre changer message. Je vais faire quelque chose de simple. Ce n'est pas la peine que je m'embarque dans quelque chose de compliqué. Et je crée mon issue. Alors normalement, dans le body de l'issue, j'explique un petit peu mes exigences, en fait, ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire. Ça me permet historiquement après de retourner dessus en me disant, pour savoir où j'en étais, ou des fois aussi pour savoir, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire en fait, parce que je n'ai pas de mémoire. Comme à partir d'une issue, on peut créer une merge request, en fait, j'utilise ce bouton-là, Create Merge Request. En fait, ça lie la merge request à l'issue, juste en rajoutant le petit, en fait, le close dièse one. Alors, one, c'est le numéro de l'issue. Ça fait que le jour où je vais merger, ça va fermer automatiquement mon issue. Donc, je m'assigne la merge request, je la crée. Et le petit truc qui est arrivé, alors là, c'est arrivé au mois d'août de cet été, c'est que le bouton Open in Gitpod, il est aussi accessible dans la merge request. Et pour moi, ça, c'était juste énorme parce que c'est tout bête, mais ça fait gagner un temps fou. Et je fais un Open in Gitpod, et en fait, là, il va monter un workspace, mais avec, qui pointe sur ma feature branch. Donc, sur ma merge request. Et du coup, alors il faut que j'agrandisse encore, ça ne garde pas les settings du navigateur. Si je veux changer... alors, quelqu'un me pose une question. Si on a besoin de charger des données volumineuses pour l'exécution, quelle est la limite de mémoire pour le workspace? C'est une excellente question. Alors, exactement, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai jamais été bloqué. Je vous dis, je suis arrivé à faire tourner du 4.3s dedans, donc ça prend pas mal de ressources. Si je fais un hashtop, alors c'est vraiment à titre indicatif puisqu'on est dans des containers, mais vous voyez qu'il m'affiche un 62 Go de RAM et qu'il a 16 CPU. Alors pareil, c'est totalement virtuel, donc je n'ai pas la réponse exactement, mais Ronan, qu'est-ce que tu entends par données volumineuses en fait? Et pendant ce temps, je continue ma modif. Hop, on va y arriver. J'avais dit quoi? Que je modifiais le message. Bon, après, peu importe, c'est juste de la démo. J'avais mis un citron, je vais mettre une orange, parce que je n'ai pas d'imagination. Ensuite, je vais committer. J'ai un petit raccourci pour mes fichiers. Comité. Hop. En fait, dans tous mes projets, j'ai des petits fichiers shell qui me permettent de gagner du temps. Du coup, j'ai commité. Ça fait que si je retourne sur ma merge request, on voit bien que j'ai fait un changement. Voilà, ici. Et je peux la passer en ready et la merger et quitter mon workspace. Et puis après, le rouvrir sur la version main sur laquelle ça a été mergé. Mais tout ça, ce système de merge request et de bouton Gitpod accessible via la merge request, moi, me facilite grandement la vie. Alors, j'entends une nouvelle question. Alors, démarrer la question en direct. Si besoin de liens avec des bases de données cache possible dans Gitpod avec plusieurs containers, on nécessité d'avoir des services en externe. Alors, les deux, Julien. Tu peux te connecter à des services extérieurs, ça, c'est pas un souci, c'est super facile, mais en fait, j'ai une petite démo après. Tu peux utiliser du Docker Compose.
Donc, tu peux vraiment faire des trucs sympas. Alors après, tu peux imaginer installer un Redis en live sur ton truc, mais tu peux vraiment faire ça avec du Compose. Donc, pour tes tests, c'est super pratique, notamment pour monter des bases de données. Hop là. Donc, on a fini sur la merge request. Et en fait, maintenant, je bosse plus que comme ça. C'est aussi super Gitpod pour quand vous faites des hands-on, des workshops. Je me souviens il y a quelques années avoir fait avec un Nicolas Leroux qui me servait de caution sur du Scala, organiser un workshop Scala. Et on avait pensé à tout avec Nicolas. On a préparé ça pendant des semaines et on avait des versions d'install de Scala pour Windows, Linux, Mac. On avait pensé à tout. Sauf à 2 personnes, là j'ai pas mis les 2 cas, mais une pour le même workshop dans la même pièce, une qui était avec un Windows 32, et nous on avait fait que du 64 bits, et un autre qui était avec un Linux 32. Et donc eux, ça n'a jamais marché. Avec Gitpod, en fait, les gens viennent les mains dans les poches, il leur faut un compte Gitpod, à la limite, ils peuvent demandez-le de le créer à l'avance, mais sinon ils peuvent le faire en live, et un repo Git, GitHub ou GitLab ou éventuellement Bitbucket. Et du coup, l'expérience utilisateur elle est vachement meilleure et vous pouvez démarrer des workshops en 5 minutes. Alors que moi, j'ai souvenir de workshops où ne serait-ce que la première partie installation, setup, machin, finalement, parce que personne ne l'avait fait en avance, bien que demandé, prenez un tiers du workshop, voire plus. Alors si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est l'horreur. Et du coup, même faire des workshops en remote, c'est super facile. En tout cas, c'est beaucoup plus facile avec un outil comme Gitpod. Et ça marche aussi, bien sûr, pour les démos et les talks. Et du coup, comment dire, vous diminuez la probabilité de foirage, en fait. Et ça, c'est génial. Donc, moi, ça me permet aussi de préparer des mini-workshops clés en main. Quand je dis clé en main, en fait, c'est que finalement, c'est des workshops que vous pouvez fournir à quelqu'un et puis vous allez prendre le café, il se débrouille tout seul. Vous leur filez la doc, la configuration, vous l'avez déjà préparée dans Gitpod, elle est totalement fonctionnelle et ça marche. Et normalement, les gens ne devraient pas avoir besoin de vous si vous avez bien fait votre travail de préparation. Par exemple, j'aime bien un framework qui s'appelle Atmo, qui vient de la société, c'est une société canadienne suborbitale qui bosse sur des outils pour WebAssembly et Atmos, c'est une sorte de comment dire, c'est une sorte de serveur d'application qui vous permet de faire des microservices en Wasm qui sont après packagés au même endroit et ça va aussi les servir. Donc c'est à la fois un mini serveur d'application de microservices en Wasm. Et c'est juste sympa. Et moi, j'ai adoré. Donc, du coup, je me suis formé dessus. J'ai appris à l'utiliser. C'est open source. Et je me suis créé un repo. Enfin, j'en ai créé plusieurs, mais qu'il y en ait un qui sert à découvrir comment fonctionne Atmo. Alors, je ne vais pas parce que le temps avance, je ne vais pas vous refaire le repo, mais c'est pour vous montrer. Dans mon README, j'ai mis tout ce dont j'avais besoin. J'explique aux gens ce qu'ils doivent faire. Et ils n'ont plus qu'à suivre le README. Et eux, pour le faire, ils peuvent forker ou cloner le projet et utiliser Gitpod. Sinon, ils peuvent directement ouvrir Gitpod. Vous pouvez leur mettre un lien dans le README. Ça s'ouvre sur le projet. Ça va charger les… alors celui-là, je pense que j'avais… Ouais, Preparing Workspace, c'est pas sûr. Je ne sais plus si je l'avais ouvert à l'avance. C'est pas sûr. Mais disons que ça leur prépare en fait tout leur setup. Et quand ils ouvrent, ils n'ont plus qu'à suivre l'exercice. Alors là, comme j'ai fait j'ai pas forqué, si j'étais un utilisateur différent, je pourrais faire les modifs, les exécuter. Par contre, je ne pourrais pas committer parce que je n'ai pas forqué le projet. Mais pour de la démo, pour du workshop, c'est juste trop bien. J'ai fait un workshop il n'y a pas longtemps justement sur du WebAssembly pendant 3 heures. J'ai eu 0 souci. À part un moment, il y avait une image, mais parce que j'avais fait une image un peu trop grosse, qui mettait un peu de temps à se charger, mais on a trouvé une solution de contournement. Donc, les gens ont leur README, ils ont leur setup qui fonctionne. Moi, j'ai installé tout ce dont j'ai besoin et tout ce dont eux auront besoin, et ils peuvent démarrer leur workshop. Et ça, honnêtement, il y a encore
avant Gitpod, j'avais dit je ne fais plus de workshop. J'ai eu trop de galères dessus. Trop de. Comment ça s'appelle En fait, vous dépensez énormément d'énergie pour préparer un workshop et finalement, quand votre workshop se passe mal, c'est une énorme déception et un gros stress parce que vous essayez de dépanner tout le monde en même temps. Si vous êtes tout seul sur le workshop et qu'il y en a 2 qui ont un problème, vous ne pouvez pas vous occuper des autres, c'est juste une horreur. Et depuis Gitpod, je reprends du plaisir à faire les workshops. Je préférais faire que des talks et maintenant, je me régale à faire du workshop. Je trouve ça plus vivant. Alors, nouvelle question. De Bruno, est-il possible de lier Gitpod à une instance privée GitLab in-house? Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas longtemps, alors si j'oublie, vous me le redemanderez sur Twitter, avec mon camarade Thierry Chantier, on fait une chaîne Twitch, on anime une émission Twitch qui s'appelle Onolwazi, Onolwazi. Et je crois que c'est l'avant-dernier épisode, il y avait mon camarade stéphanois Christophe Chaudier qui est venu expliquer comment faire. Christophe, en fait, opère une instance GitLab qui s'appelle Frogit. Et il est super intéressé par des outils comme Gitpod. Et il explique pendant l'émission comment lui l'utilise avec une instance privée. Et en fait, c'est tout simple. Donc, je vous engage à aller voir. Ça marche très bien. Hop. À quoi peut servir Gitpod encore? Dans mes cas d'usage à moi, vous en aurez certainement d'autres, c'est à contribuer sur les projets open source ou même à aider à contribuer sur un projet quel qu'il soit. En fait, quand vous êtes nouveau sur un projet open source ou quand vous arrivez dans une entreprise et on vous dit, bah voilà, ça c'est le projet, faut tout installer, faut lire la doc et tout ça. Moi, j'ai des souvenirs de développeurs où j'installais mes projets, j'arrivais à rien builder, il n'y avait rien qui marchait, la doc n'était pas à jour. Là, le gars, il clique, ça ouvre, il a son setup et il peut commencer à bosser tout de suite ou à expérimenter, à essayer. Et il a gagné une journée en général, peut-être un peu moins, ça dépend les gens. Et tout de suite, il commence à se sentir à l'aise sur le projet parce que il peut déjà expérimenter. Et sur les projets open source, c'est pareil, vous avez un workspace avec le projet qui tourne, donc la compile va marcher. À vous d'expérimenter. De toute façon, vous ne risquez rien, c'est du Git. En plus, vous êtes sandboxé dans le workspace. Donc, c'est juste un gain de temps énorme, un confort aussi, et puis ça enlève du stress. Quand vous démarrez sur un projet que vous ne connaissez pas et vous avez peur de faire des conneries, là, il y a plein de choses qui vont beaucoup mieux se passer. Parce que d'ores et déjà, vous obtenez un environnement de dev ou de travail ou d'exécution, ce que vous voulez, avec tous les outils qui vont bien et bien setupés. Oui, je vous disais par exemple pour les projets open source, pour aider, moi, toujours chez Suborbital, je fais une fixette sur leur projet, j'adore. Ils ont un projet qui s'appelle SAT. C'est un mini serveur HTTP tout léger qui a pour vocation de s'exécuter sur des petites choses comme des Raspberry Pi, par exemple, pour servir du WASM. Mais ça ne sert qu'une seule fonction. Alors après, vous pouvez lancer plusieurs exesat pour fournir plusieurs fonctions. Et ça devait être à l'époque du... Ah mince, je ne sais plus comment ça s'appelle. Chaque année, il y a un concours GitHub là, où vous faites des propositions, des PR sur des projets pour essayer de gagner des t-shirts. Bon, j'ai rien gagné, mais j'ai fait ma contrib chez Suborbital et ils étaient contents. Je leur ai rajouté sur leur projet un gitpod.dockerfile et un gitpod.yaml, plus le bouton Open in Gitpod, que j'avais oublié. C'est le Connor, le patron de Suborbital, qui me dit ouais, j'aimerais bien que tu me rajoutes le bouton. Alors, c'est super simple à faire. Parce que leur doc était plutôt sympa, donc c'était pas dur de créer le fichier gitpod.yaml. Donc je leur ai créé ça. Il n'y a pas de petite contribution. Je leur ai créé le Dockerfile qui sert à récupérer la CLI de Suborbital et à partir de ça, vous faites tout. Et c'était ma contribution, plus le petit bouton Open in Gitpod. Et à partir de ça, quiconque veut commencer à bosser avec SAT et faire du WebAssembly, ou de la WebAssembly, je ne sais pas comment on dit, peut le faire très facilement. Je vous conseille, alors c'est hors sujet, mais je vous conseille d'essayer. En fait,
tous les côtés un petit peu pénibles de Wasm. Et là, c'est du WASI, donc c'est en dehors du navigateur et qui font que normalement, vous pouvez passer que des nombres et pas des strings, par exemple, à vos fonctions. Eux ont rajouté on va dire une surcouche au runtime existant pour vous simplifier la vie. Et du coup, c'est un bon prétexte pour apprendre du Rust ou du Go, par exemple. Alors, ça va être du TinyGo parce que pour WASI, Go ne s'est pas compilé selon l'aspect standard. Mais bon, petite contribution, mais ils étaient super contents. Et du coup, maintenant, quand je leur pose des questions, ils me filent un coup de main et c'est très sympa. Donc, n'hésitez pas, si vous participez à des projets open source ou des choses comme ça et qui sont d'accord, le faire avec Gitpod, c'est pas mal. L'avantage que ça a, parce qu'on peut le faire, on peut ouvrir un projet sur GitHub avec Codespace. Alors, vous ne pourrez pas ouvrir des projets sur GitLab et Bitbucket avec Codespace, mais les workspaces Gitpod ont plus de ressources machines. Donc, ça, c'est intéressant. Quoi donc Ah bah voilà, il y avait une question tout à l'heure de Julien. Alors moi, il y a des trucs que je ne veux pas installer sur ma machine. Où il y a des trucs que je n'arrive pas à installer sur ma machine. Et des fois, j'ai besoin de tester des choses rapidement. Et il n'y a pas longtemps, il fallait que je teste quelque chose dans lequel était impliqué du Prometheus et du Grafana. Et honnêtement, en Prometheus et Grafana, j'y connais rien en fait. Moi, je suis juste un dev. Donc, j'ai trouvé un projet sur GitHub, je l'ai recopié, je me le suis mis dans un repo GitLab. Alors, j'espère que ça répondra à ta question, Julien. On va ouvrir directement sur Gitpod. Alors, normalement, dans le projet, alors tous mes repos sont publics, donc vous aurez accès. Et dans le projet, je pense que je dois rendre à César ce qui est à César et dire d'où vient le projet. J'espère que je n'ai pas oublié. Sinon, il faudra que je corrige ça. Et donc, on voit que j'ai bien un Docker Compose classique. Hop, je vais vous le montrer. Qui va me permettre d'héberger une application Node.js, d'héberger du Prometheus, d'héberger du Grafana et de jouer avec tout ça. Et ça, c'est juste super pratique. Donc, je lance ma commande Docker Compose. Ah oui, il faut que je dise que j'ai le droit de faire du copier-coller. Donc là, comme si c'était en local sur votre poste, il le fait dans le workspace. Donc, il va m'ouvrir différents ports. On va attendre un petit peu, je parle plus vite que ce qui travaille. Donc là, c'est bon, j'ai mon port 90, 90, ça doit être pour Prometheus, 80, 80, ça doit être l'appli Node, et 3000, c'est du Grafana. Donc, je peux aller voir mon Prometheus. Donc, il fonctionne. Alors, je ne me rappelle jamais. Je ne sais même plus si ça va m'afficher quelque chose, mais bon, peu importe. Non, on va essayer d'en trouver une autre. CPU, exécute. Voilà, on voit un petit peu à droite qu'il se passe des choses. Bon, vous avez un Prometheus qui marche. On va aller voir le Grafana. En général, c'est plus joli. Hop. Donc, j'ai un Grafana, c'est EP. Je peux aller voir les dashboards. Il doit avoir le dashboard de mon application. Ouais, je peux agrandir un petit peu. Donc, pour moi qui n'y connais rien en Grafana, Prometheus et compagnie, j'ai quand même déjà un terrain de jeu pour le faire. Alors, ça démontre qu'en fait, on peut vraiment utiliser du Compose et du coup, pour des tests sur de la base de données, par exemple, c'est idéal. Moi, je sais que j'utilise pour faire des tests entre du Redis, du MongoDB, mélangé avec des programmes qui s'appellent en MQTT, pardon. Donc, c'est juste super pratique. Alors, hop, on va revenir à la suite. Alors là, j'ai oublié de créer mon cluster. Mince. Pour mes démos, j'ai besoin d'utiliser des clusters assez souvent. Donc, je vais le créer maintenant. Je suis déjà un petit peu à la bourre.
Ce que je vais faire, c'est que je vais le créer. On va continuer la présentation et en fonction du temps, parce que j'ai vraiment été une pipelette, je reviendrai sur la partie cluster. Donc là, en fait, j'utilise Civo, c'est une boîte britannique qui fait du hosting de cluster Cube à base de K3S. C'est une version light de Cube et c'est super pratique et ça fait super bien le job. Je n'ai pas besoin de créer un gros truc. Je vais l'appeler Panda. Je vais prendre qu'une seule instance. Hop. Je vais prendre un extra small, ça doit exister. Normalement, bon, en fait, on s'en fout un peu de ce qui m'installe, c'est juste pour la démo. Et il faut que je clique sur Create Cluster. Voilà. Donc, pendant qu'il crée cluster, on verra si j'ai le temps. Je vous montrerai ce que je fais, mais globalement, je vais dans un projet Gitpod que j'ai et je manage mon cluster pour mes démos à partir du projet. Je vais passer à autre chose. Et puis, on reviendra dessus. L'avantage de Gitpod, c'est que même si votre ordi est trop petit, vous pouvez bosser sur des projets qui demanderaient normalement plus de ressources. Par exemple, j'étais tombé sur un blog post il y a un petit moment d'un gars qui disait « J'aimerais bien contribuer à GitLab, mais avec le GitLab, le GDK, donc le GitLab Development Kit, c'est juste pas possible avec 8 Go de RAM. Parce qu'il y a du Ruby, il y a du Go, il y a du Node.js, il y a du Postgre, il y a du Redis, il y a d'autres choses. Enfin, c'est juste énorme. Et il faut déjà, et c'est chiant à installer. Donc déjà, une fois que c'est installé, vous le lancez, votre machine, elle est un peu à genoux. Ce qui est marrant parce que, enfin, ce qui est marrant, vous pouvez faire tourner un GitLab sur un Raspberry Pi. Donc, mais le kit de développement est juste gigantesque. Et ce qui s'est passé, alors là, je ne fais pas la démo, mais je vous mets le lien. Les ingés de chez Gitpod et les ingés de chez GitLab ont bossé pour faire un GDK Cloud. Donc, en fait, c'est vous ouvrez le GDK avec un projet Gitpod qui est spécifié sur notre site. Et du coup, en fait, en quelques minutes, le GDK est costaud, donc je pense que vous pouvez vous faire un café, mais vous vous retrouvez avec un GDK installé, mais aussi un GitLab qui tourne dans Gitpod. Donc pour faire les tests et contribuer, c'est juste super. Moi, je m'en sers pas parce que je ne sais pas coder en Ruby et je ne suis pas assez bon en Go pour aller contribuer sur la partie CI. Mais pour des gens qui veulent contribuer à GitLab, qui est quand même une application complexe, c'est juste génial. Quand je fais mes démos, j'ai besoin de ce qu'on appelle des GitLab Runners. C'est l'équivalent des Jenkins Slave, par exemple, mais pour GitLab CI. Et les runners les runners partagés qu'il y a sur GitLab.com, ils sont juste quand il y a plein de monde sur GitLab, vous êtes dans la file d'attente et c'est long. Pour une démo, c'est pas cool. Donc moi, en fait, je m'installe des runners dans Gitpod. Je vous montre juste, j'ai 2 trucs à ouvrir. Hop. Donc j'ai un groupe dans lequel, sur mes settings de CI, je vais y arriver, je peux associer des runners au groupe. Alors là, en l'occurrence, j'en ai pas. Et j'ai un projet sur lequel j'ai des scripts, alors un peu écrits à l'arrache, mais qui me permettent de me créer des runners temporaires pour mes démos et qui vont être plutôt rapides, surtout si les chers runners sont bien occupés. Donc, je vais juste le créer rapidement. Donc, j'ai mon script. Il faut qu'il me rende la main. Donc, en fait, au démarrage de mon projet, je lui dis, tu me lances le script de création des runners. Donc, globalement, c'est de créer des volumes Docker et d'installer des runners de type Docker. Je dois en avoir 6, je pense. Alors, j'aurais pu faire un script avec une boucle, mais à l'époque, j'avais un besoin rapidement. Après, il va me demander d'aller enregistrer les runners sur le groupe GitLab. C'est d'ailleurs, c'est les authentifier. Alors,
il a besoin d'un token. Ce token, je l'ai enregistré chez Gitpod. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir de Gitpod comme d'un Vault, en fait. Et vous avez des variables qui sont protégées. Et moi, je mets mes tokens ici et je peux les utiliser dans Gitpod. Pareil pour mes clés SSH ou des choses comme ça. C'est super pratique. Donc là, normalement, mes runners ont été enregistrés. Il suffit d'aller regarder. On va rafraîchir la page de settings de CI du groupe. Si je vais sur les runners, on voit que j'ai tous mes runners qui sont là. Alors, je pourrais vous faire une démo d'exécution du pipeline, mais comme le temps avance, je vais passer à la suite. Où en est mon cluster d'ailleurs? Normalement, il est bon. Eh ben, écoutez, on va revenir sur la démo du cluster. Je vais récupérer le fichier de config. Qu'est-ce que hop. Alors normalement, je le fais avec la CLI de Civo, mais j'ai un bug dans mes scripts. Donc là, je le fais un peu à la mimine. Retournons sur le slide précédent. Alors là, j'ouvre un Gitpod qui est lié à une image Docker dans laquelle j'ai tous mes outils pour Kubernetes, donc Helm, kubectl et des choses comme ça. Alors par contre, il me dit qu'il est en train de builder l'image, ça ne m'arrange pas du tout. J'avais dû... Bon, je ne suis pas chanceux sur la démo Cube. Donc on continue, je reviendrai plus tard dessus. L'avantage, c'est que on peut faire ça dans différents sens. Si vous avez un iPad, ça marche aussi. C'est pas le meilleur confort, mais un iPad avec un bon clavier, j'ai geeké toutes les vacances avec. En fait, j'avais promis à ma femme de ne pas amener d'ordinateur. Et la nuit et le matin, je codais sur mon iPad. Et j'ai pas mal avancé, j'ai fait plein de trucs. Donc, les démos, c'est fini, mis à part celle que j'aimerais vous faire. S'il a fini de builder l'image, j'aurais dû la builder à l'avance. Si vous avez besoin de convaincre en interne, parce que vous trouvez finalement que c'est génial. Alors, en fait, pour vous convaincre vous-même, prenez la version free et jouez avec. Il y a la vision chef de projet. Alors, je suis un ancien chef de projet il y a très très longtemps et j'ai vécu plein de trucs qui étaient sympas et puis plein d'autres trucs qui n'étaient pas sympas. Et si vous avez une équipe qui doit arriver, genre c'est vendredi et le lundi, vous avez 30 personnes qui arrivent et que vous avez plein de choses à installer avec plein d'outils, pour installer les postes, vous savez que ça va être juste la galère. Et j'avais fait un rapide calcul, alors qui est vraiment vu de ma chaise, comme on dit, et il faut poser vos propres hypothèses. Mais globalement, j'avais estimé que le TJM des personnes, donc le taux journalier moyen, était à 600 €. Alors, en société de service, déjà, c'est pas mal. Adaptez-le. Donc du 75 € de l'heure. Et je m'apercevais que si je calculais l'installation du poste à l'époque où on avait besoin de faire ça, ça me prenait, quand on avait de la chance, 3 heures. Et puis maintenant, avec Gitpod, hors coût de préparation, mais qui va être fait que par une personne, en 15 minutes, normalement, c'est bon. Et encore, je suis gentil, je pense que ça peut être moins. Donc, multiplié par le nombre de personnes et leur coût heure ou coût journalier, vous pouvez faire en démarrage de projet une économie de 6 000 et quelques euros. Ça peut vous permettre d'acheter un serveur pour le projet ou d'acheter des licences ou des choses comme ça. Donc, et puis ça peut valider l'achat d'un plan payant de Gitpod. Donc, c'est vraiment important. Vision admin, parce que je pense que ça peut intéresser des gens. Il y a quelqu'un qui me demandait si on pouvait l'utiliser avec une version de GitLab on-prem, enfin privée. Tout à fait. Vous pouvez installer votre propre Gitpod sur du Cube. Alors moi, je ne fais pas la démo parce que je n'ai pas encore essayé. J'ai un pote qui est en train de la préparer, donc j'utiliserai ce qu'il fait. Et vous pouvez avoir du Gitpod on-premise chez vous. La vision développeur, il y avait une autre question, alors je me rappelle, je crois que c'était une des toutes premières qui disait, je sais plus. Enfin, quelqu'un me disait, oui, Nicolas,
coder dans le cloud, c'est bien, mais comment ça se passe en cas de souci et de connexion ou en déplacement? Alors, j'avais à moitié répondu en disant, bah, tant pis pour vous, si pour X raison, ou parce que vous voulez fournir une version de démo, des choses comme ça. Alors, ça vous demandera un peu de temps de préparation. Donc, il y a la version on-prem, bien sûr, mais Gitpod a fourni, pareil, en open source, tout est open source chez eux, normalement, un projet qui s'appelle Open VS Code Server. En fait, c'est le cœur du fonctionnement de Gitpod, sauf que là, il va falloir que vous créiez, je vais y arriver, votre propre image, mais après, vous pouvez, moi j'ai ça au cas où, parce que alors, je dis que normalement, moi dans le train, en déplacement, je dors, quoi, je ne travaille pas. Et bon, pour X raisons, effectivement, si j'ai pas de connexion, je me suis créé sur mon Chromebook deux, trois images dont j'ai besoin avec mes outils principaux et que j'ouvre avec Open VS Code Server. Et c'est plutôt optimisé. L'image, j'ai l'impression, alors c'est une impression, je ne l'ai pas testé, mais l'exécution du VS Code dans Open VS Code Server semble plus légère qu'un VS Code en local. Donc, vous avez cette solution-là qui peut être intéressante. Ça demande d'être pas mauvais en Docker, entre guillemets, pour créer les images. Moi, c'est là où je bataille un peu, mais je fais des progrès. Mais c'est super pratique. Donc, vous avez ce plan B-là et vous avez le même confort d'utilisation que Gitpod, bon, outre les services SaaS, les choses comme ça, mais ça vous permet de bosser réellement. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça marche plutôt bien. Donc, même pareil, imaginez un workshop préparé avec Gitpod et vous n'avez pas Internet. Si vous avez du temps, passez un petit moment sur la création d'une image avec du Open VS Code Server et vous sauverez la vie de votre workshop. Ça m'est arrivé qu'une fois de ne pas avoir accès à Gitpod pour l'instant. Donc Open VS Code Server, c'est en open source. Il y a une image de base et vous pouvez l'augmenter. Qui marche sur le même principe que l'image Gitpod, mais il y a moins de choses dedans. Là, vous êtes un peu plus tout nu et à vous de mettre vos outils. Qu'est-ce qu'il y avait alors le VS Code Desktop Support, c'est la possibilité de pouvoir utiliser un VS Code local et se connecter à un workspace distant de Gitpod. Donc ça marche déjà. Je ne sais plus si c'est passé en release, en release générale ou si c'est encore en preview, mais ça marche bien. Le IntelliJ plus Workspace Gitpod, ça existe, ça tourne, ça demande à mûrir encore, mais c'est tout récent. Mais ils avancent plutôt pas mal, c'est plutôt rapide. Vous pouvez faire du tunneling. Alors je crois que j'ai pas essayé, mais c'est pareil, c'est pour la connexion locale avec un VS Code et faire du SSH sur le workspace. Pour l'instant, je crois que c'est dans un seul sens. Et j'ai pas vérifié si ça marche dans les deux sens maintenant, mais parce que je m'en sers pas en fait. Jusqu'ici, ça fait pas partie de mes cas d'usage. Et j'ai fini, je vérifie juste. Alors, c'est déjà 14 heures, donc je pense que j'ai plus le temps pour faire ma démo. Mais globalement, j'avais un. En fait, je vais y arriver. Alors, quelqu'un doit me dire quelque chose, j'imagine. Hop. Ouais, c'est ça. Donc c'est fini. Alors tant pis pour la démo Cube, je suis désolé, je jure qu'elle marche. Et ça me permet en fait de piloter, de lancer du K9S et de piloter mes clusters à partir d'un projet. Du coup, écoute Clémentine, si tu veux reprendre la main, n'hésite pas. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Je suis facilement joignable sur Twitter, donc n'hésitez pas à me contacter. Eh ben, merci beaucoup, Philippe. Merci à tout le monde. Simplement pour clôturer, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le replay sera disponible sur le site maltacademy.com. Et ceux qui souhaitent avoir la présentation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à clémentine@malte.com. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une belle après-midi. Merci encore, Philippe. Et à Merci bientôt. beaucoup. Au Au revoir. revoir.